Bonjour à tous et toutes et merci de nous suivre pour la saison 5 du balado Par-delà la crête de la Fondation Vimy. Une série qui explore les contributions du Canada pendant la Première Guerre mondiale et présente les experts qui continuent de mettre au jour notre passé. Je m'appelle Pierre Wavelet et je suis le coordinateur éducatif de la Fondation Vimy. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir le docteur Serge Perflinger. Bonjour Serge. Bonjour, Pierre. Serge, vous êtes professeur d'histoire à l'Université d'Ottawa, spécialisé en histoire militaire, navale et diplomatique du Canada. Vos travaux portent sur l'impact de la guerre sur les Canadiens et Canadiennes, notamment celles et ceux qui sont restés au pays, mais aussi sur le vécu des anciens combattants ainsi que sur les commémorations. Vous êtes également l'auteur de Fighting from Home, The Second World War in Verdun, Québec, Veterans with a Vision, Canada's War Blinded in Peace and War, et Lest We Forget, The History of the Last Post Found. Vous avez également rédigé Capturing Hill 70, Canada's Forgotten Battle of the First World War, avec Douglas Delaney, et War and Society in Post-Confederation Canada, avec Jeffrey Keshen. Sans compter les publications des nombreux articles scientifiques sur l'histoire militaire du Canada. Vos recherches portent souvent sur l'histoire militaire du Québec et du Canada francophone, mettant en lumière l'impact de la Grande Guerre sur les communautés locales et la vie quotidienne au Canada. Et je crois savoir que vous êtes Montréalais à l'origine, c'est bien ça? Oui, fièrement montréalais. Parfait. Alors, moi, ma petite question en lisant votre biographie, c'est comment vous vous êtes intéressé à l'histoire militaire canadienne et qu'est-ce qui vous a poussé à étudier la vie des gens ordinaires en temps de guerre? J'adore cette question parce que ça m'impose le désir de retourner dans le passé, mon propre passé à Montréal. Et je pense que la réponse est très simple. Un de mes oncles avait les médailles militaires de mon grand-père qui a fait la guerre 14-18. Un francophone catholique rural qui s'est enrôlé en 1916. Et de l'âge de 4-5 ans, je voulais toujours voir les médailles, les toucher, et je voulais connaître sa vie. Il est décédé quand j'avais juste 2 ans. Et je voulais savoir c'était quoi son vécu, pourquoi il s'est enrôlé, qu'est-ce que ça signifiait. C'était l'histoire familiale pour moi. Et de là, j'ai développé un intérêt plus vaste qui comprend le pays entier, les deux grandes guerres et tous les hommes et les femmes qui ont porté l'uniforme du Canada, ainsi que les civils qui ont contribué à l'effort de guerre. Est-ce que votre ancêtre, il a fait partie du fameux bataillon francophone du 22e? Effectivement, Pierre, il faisait partie du 22e bataillon qui est devenu en 1924 le Royal 22e Régiment qui existe encore. Ah, super. Du coup, c'est comme ça que vous avez été attiré, si je puis dire, sur l'histoire un petit peu militaire. Et si on compare avec l'histoire des civils, est-ce que vous pouvez nous parler un peu des challenges et des défis auxquels les civils vont donc être confrontés pendant la Première Guerre mondiale? Il y en a eu tellement. On parle souvent de la guerre comme une époque où l'économie a été mise en train il y avait une crise économique au Canada en 1913 et 1915. La guerre arrive, il y a des emplois, etc. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que c'est une guerre. Et quand on perd un époux, un fils, deux fils peut-être, c'est la deuil. On se souvient de cette deuil. C'est pas les emplois, c'est pas l'industrie, c'est pas le patriotisme. Et donc, pour moi, l'impact des deux grandes guerres sur les sociétés canadiennes, et je dis les sociétés canadiennes, c'est l'impact au sein de la famille, au niveau de les rues et des communautés. Et donc, pour moi, la guerre a été quand même un désastre pour tellement de familles canadiennes qui ont perdu quelqu'un ou, s'ils n'ont pas perdu quelqu'un, peut-être sont revenus plus pareils.
blessés, blessés physiquement, mentalement, et ils ont vécu pendant des décennies comme ça. Et donc, la Première Guerre mondiale a duré quand même très longtemps. Et donc, pour moi, le vécu quotidien, qui était, bon, l'époque de la guerre, le patriotisme, la propagande, toutes sortes, toutes les choses qu'on qui sont normales dans nos pensées et dans nos mémoires, pour moi, c'est beaucoup plus personnel. Je pense à mon grand-père et ses parents, ils avaient peur pour lui. C'était une période remplie de stress, c'était une période de peur. Est-ce qu'il vous en a du coup parlé? Est-ce qu'il a laissé justement des traces justement où il parlait de sa peur pendant la guerre? Peut-être pas sa peur, mais il parlait que ses parents avaient peur pour lui et il y avait cette, euh, il y avait cette idée en tête, ça m'a été raconté par mes oncles, il y avait cette idée en tête que s'il se faisait tuer, ça serait plus difficile pour ses parents que pour lui. Alors, il voulait survivre, pas nécessairement pour sa propre vie, mais pour ses parents. Ah oui, je vois. Je vois l'état d'esprit dans lequel il était. Il y a un de vos ouvrages qui traite de Verdun, ce quartier de la ville de Montréal. Pourquoi parler de Verdun en particulier dans ce contexte? C'est intéressant. Donc, moi, j'ai grandi quand même à Verdun, qui était à ce moment-là une ville indépendante collée à Montréal, une ville ouvrière aux berges du fleuve Saint-Laurent. Et une ville assez particulière parce qu'il y avait également énormément d'émigrés britanniques nés aux îles britanniques. Et donc, ça donnait un look un peu à la ville très british, si vous savez ce que j'essaie de dire. Et donc, c'était très particulier. Et quand arrive la Première Guerre mondiale, c'était, c'était une ville très propice pour l'engagement militaire, les enrôlements, euh, l'idée que la guerre était pour le bien de l'Empire, etc. Alors, moi, j'ai grandi quand même dans une époque où il y avait encore des anciens combattants de la première et surtout de la deuxième, parce que c'était semblable lors de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, moi, j'ai été très intéressé de mieux connaître ma propre ville. Disons, Pierre, que ce que j'ai essayé de faire, c'était de joindre ma géographie avec mon histoire. Et donc, dans le but de revoir un peu le, ma, ma vie locale dans une échelle nationale pour mieux saisir comment la ville s'est développée, la manière que les gens de Verdun ont réagi à la première et aussi la Deuxième Guerre mondiale. Alors, pour moi, c'était un intérêt local et ça s'est développé un peu comme une étude de cas pour l'entier du pays. Et justement, quelle était la situation de Verdun exactement pendant la Première Guerre mondiale? Alors, comme je disais, c'était vraiment une ville ouvrière. Il n'y avait pas d'usine, il n'y avait pas d'industrie. C'était une ville où les travailleurs habitaient dans des logements. C'était une ville de locataires, une ville où les gens habitaient une famille par-dessus l'autre, dans des logements de 3 étages. Tout le monde vivait plus ou moins de la même façon. Et c'était une superficie de à peu près 5 kilomètres carrés et pas plus. C'est très petit, mais en Petit. 1914, il y avait presque 12 000 habitants. Et c'est difficile à concevoir que même en 1941, lors de la Deuxième Guerre mondiale, il y en avait 68 000. Et alors, c'est très petit, très serré comme communauté.
et British. Il y avait, la majorité de la population était anglophone, avec une forte minorité, très forte minorité des anglophones qui étaient nés aux îles britanniques. Et donc, c'était particulier quand même. À quoi ressemblait leur quotidien à ces familles entre 1914 et 1918? Eh bien, il faut comprendre aussi qu'à ce moment-là, il n'y avait pas d'État-providence. Les gens devaient prendre soin d'eux-mêmes en famille si un malheur arrivait. Et Verdun a subi des pertes quand même importantes lors de la guerre et il y avait une certaine pauvreté jusqu'en 15, à peu près 1915, parce qu'il y avait une crise économique qui a durement affecté la ville et ses travailleurs. Euh, et lors de la Première Guerre mondiale, beaucoup de ces gens ont été capables de retrouver de boulot, des emplois dans les industries. Et à partir de 1916, très heureusement pour la ville, on bâtit une usine qui fabriquait des obus euh, et ça donnait emploi à 4000 personnes, la majorité des femmes et la majorité des Verdunoises. Et alors ça, à l'époque, c'était une révolution. Des femmes au travail, c'était quand même, si c'était des femmes qui n'avaient pas d'enfants, donc on parlait de jeunes femmes ou de femmes qui avaient quand même des enfants plus âgés et peut-être même en service militaire. Et donc, ça a beaucoup changé la ville. En fait, c'était une révolution économique pour la ville aussi. Mais, Pierre, ça ne veut pas dire que tout était rose. C'est comme, J'imagine. ouais, l'autre, tantôt, j'ai mentionné les sociétés canadiennes, hein, parce qu'il y en a plusieurs. Et ce que je veux vraiment dire, c'est la dualité canadienne entre francophones et anglophones. Et il y avait quand même quand les gens vivent ensemble comme ça dans des logements, et c'était quand même mélangé, même plus on allait à l'ouest de cette petite ville, plus c'était anglophone. Et plus que il y avait comme c'était un peu aisé. Quand je parle d'une ville ouvrière aisée, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais il y avait quand même une division ethno-linguistique et de classe dans cette ville. Et il y avait quand même il y avait des événements, par exemple, certains événements qui ont démontré que ça pourrait être une ville divisée aussi, sans pour autant avoir des émeutes là, ou des batailles dans les rues. Ça, c'est arrivé très souvent à Montréal. Très, très souvent, à partir de 1917. Et c'était plus calme à Verdun, mais par exemple, je pense qu'on va parler plus tard de certains événements ou de politiques de guerre qui ont enchaîné des divisions au sein de la ville de Montréal, par exemple. Et à Verdun, c'était pas aussi grave, mais on soupçonnait du côté anglophone que les francophones étaient beaucoup moins engagés à cette guerre. Et pour revenir justement sur cette division sociétale au sein de la société québécoise et de Montréal en particulier, pour être sûr de bien comprendre, en fait, la société élite était plus francophone et la société ouvrière, comme celle de Verdun, était plus anglophone, hein, c'est ça? Pas tout à fait. En fait, la, la force motrice économique du Canada à ce moment-là était Montréal et plus spécifiquement la communauté anglophone qui dominait les affaires, la politique et le commerce. Donc, les grandes banques.
Bank of Montreal, hein, au lieu de Banque de Montréal, la Royal Bank of Canada. Hein, donc, il y avait leur siège social à Montréal et c'était dominé par des élites anglophones. Mais la petite bourgeoisie, elle, elle était francophone. Alors, les petits commerces, les notaires, les avocats, etc., beaucoup de médecins. Et il y avait une classe ouvrière francophone qui était plutôt à l'est de Montréal et plus à l'ouest. C'était anglophone et classe moyenne, mais il y avait aussi une classe ouvrière anglophone. Donc, c'était une ville doublement divisée entre classe Hmm. et langue. Est-ce qu'il y a des différences entre les efforts de guerre sur le front intérieur dans les villes justement canadiennes à majorité francophone par rapport aux villes à majorité anglophone? Ah, la réponse est oui et non. La guerre a affecté tout le monde. Si on habite à Montréal, à Québec, ailleurs dans la province du Québec, la guerre était une guerre nationale avec des règlements et des politiques qui étaient pareils pour tout le monde. Alors, les journaux d'époque, il n'y avait pas de radio, bien sûr, donc les journaux d'époque étaient en général au Canada français, soit pour la guerre dans une façon, disons, sans exagérer et sans conscription. Il y avait des exceptions, bien évidemment, mais en général, c'était une guerre nationale. La France était en guerre aussi. Il n'y avait pas autant d'engagement au Canada français pour la France qu'on avait au Canada anglais pour la Grande-Bretagne parce que les Britanniques étaient un pays qui exportait son peuple et la France, non. Et donc, juste pour vous donner des exemples, en 1913, le Canada a accueilli 400 000 immigrants, dont 150 000 des îles britanniques. C'était similaire en 1912 et en 1911 et en 1910. Alors, les villes canadiennes comme Montréal et hors Québec avaient énormément de Britanniques nés en Grande-Bretagne, ce qui n'était pas le cas au Canada français. Et donc, et le Canada français voyait la France comme une mère patrie lointaine. Il n'y avait pas d'immigration de France pour renforcer les rangs des francophones. C'était une société ancienne, renfermée, et la guerre qui était une guerre britannique, une guerre. Si le Canada ne faisait pas partie de l'Empire britannique, on n'aurait pas été en guerre, nous autres. Et donc, pour les Canadiens français, l'attrait était beaucoup moins et moindre. Et donc, à ce niveau-là, la prestation n'était pas pareille, mais ça ne veut pas dire que le Canada français n'a pas énormément aidé à l'effort de guerre, que ce soit avec la cueillette de fonds, que ce soit pour autres. Travailler dans les usines de guerre. Les francophones voulaient vaincre l'ennemi autant que les Canadiens anglais, mais l'idée de s'enrôler dans une armée qui parlait l'anglais, sauf un bataillon, si on ne parlait pas l'anglais, qu'est-ce qu'on était pour faire? Alors, c'était difficile. Et justement par rapport à ça, est-ce qu'on peut rappeler à nos auditeurs, ceux qui nous écoutent, ce que c'est exactement, ce qu'on entend exactement quand on parle d'effort de guerre sur le front intérieur? Oui, alors l'effort de guerre comprend plusieurs volets. Premièrement, c'est l'enrôlement et de supporter les gens qui s'engagent, de supporter leur famille autant que possible. Si les enfants pardon, si les jeunes qui s'enrôlent étaient quand même, faisaient partie de l'économie familiale et s'enrôlent pour 1 dollar et 10 cents par jour, il fallait les supporter. Alors, il y avait des fonds spéciaux pour ça.
On voulait aider l'effort de guerre aussi en travaillant pour être comme des volontaires, que ce soit la Croix-Rouge ou si c'était autres organismes dans le but d'aider les troupes outre-mer ou de faciliter la vie de leur famille ici au front intérieur. On pouvait également travailler dans les usines militaires qui, à partir de 1916, vraiment se développaient. Alors, c'était une autre forme d'aider la guerre, c'est-à-dire on n'était peut-être pas en uniforme, mais on était là pour fabriquer les besoins militaires pour engager l'ennemi. Alors, également, c'était aussi des questions de supporter les politiques imposées par le gouvernement. Par exemple, si vers la fin de la guerre, on avait des restrictions comme sur l'utilisation de charbon, par exemple, il fallait quand même que la société canadienne dans son ensemble suit les règlements et dans le but de supporter l'effort national déterminé par le gouvernement fédéral. Et donc, il y a un aspect de patriotisme qui était ressenti à travers le pays. Hein. Donc, il fallait être loyal, il fallait suivre les directives. Si on ne le faisait pas, on était non patriotique et on travaillait contre les gens qui se sont enrôlés et leur courage était peut-être pour être ça aurait été pour rien si on ne les supporte pas ici, etc. Donc, il y avait cette mentalité et au Canada français, on était beaucoup plus porté à défier cette mentalité quand est venu le temps de parler du service militaire obligatoire, par exemple. Donc, on supporte le pays, on veut vaincre l'ennemi, on va travailler pour l'effort de guerre comme on peut, mais ne nous demandez pas de se porter, c'est-à-dire de nous enrôler forcément. Donc, c'était là le point de déchirure. Et justement, par rapport à ça, cette loi du service militaire qui est entrée en vigueur à l'été 1917, par rapport à la situation de Montréal, est-ce qu'il y a eu un impact dans le quotidien sur le front intérieur, à Montréal en particulier? Énorme, Pierre. Vraiment, c'était quelque chose. En 1914, quand le Canada n'a jamais déclaré la guerre hein, à l'Allemagne parce qu'on était encore une colonie. Ça, c'est difficile pour les gens de comprendre. On était une colonie de la Grande-Bretagne jusqu'en 1931. Honnêtement, c'est qu'on n'avait aucun statut international. On n'avait pas d'ambassade ou de consulat. On était en charge de nos affaires domestiques, mais aucunement au niveau ou à l'échelle internationale. Alors, quand la Grande-Bretagne rentre en guerre, le Canada est en guerre automatiquement. Mais on pouvait gérer la manière de notre participation. Donc, si c'était une question d'industrie, finance ou de troupes. Et là, quand la guerre débute, le gouvernement fait une promesse solennelle, pas de conscription. Ce serait un effort de guerre volontaire. Bien, ça faisait l'affaire de les Canadiens de souche britannique en général qui voulaient supporter leur pays d'origine. Bon, c'était normal, ils étaient en grand nombre. En 1915, le gouvernement décide, suite à les besoins en France et en Belgique au front et les pertes énormes déjà, qu'on s'engageait à fournir 150 000 hommes. Même année, on augmente le niveau à 250 000 hommes. Le 1er janvier 1916, 500 000. Pierre, il faut comprendre que la population du Canada en 1916, 8 millions. 8 millions, Alors, hein.
8 millions. Alors, promettre 500 000, c'était presque impossible sans avoir une conscription. Et donc, c'était un gros problème pour le Canada français. À partir de 1916, les besoins de l'agriculture, les industries de guerre et les pertes au front, les morts, les blessés, c'est une perte de main-d'œuvre. Et, et donc, 500 000 personnes en uniforme, c'est devenu presque impossible. Et donc, en 1917, ironiquement, c'est la bataille de Vimy en 1917, la bataille qui a coûté au Canada le plus grand nombre de pertes dans son histoire militaire, y compris les deux grandes guerres, la bataille de Vimy et les pertes de 10 000 hommes morts et blessés. C'était évident qu'on ne pouvait plus combler le déficit d'hommes. Et c'est suite à la bataille à Vimy que le gouvernement décide d'aller de l'avant avec la loi service militaire que vous venez de mentionner. Alors, c'est un lien direct-indirect avec Vimy. Si ce n'était pas Vimy, ça aurait été autre chose. Oui, C'était inévitable. Il y a une étude qui a été faite, je pense que c'était en 1917, qui démontrait que le Canada avait besoin de 60 000 hommes par année juste pour maintenir ses forces au même niveau. Laisse faire augmenter les forces en place. Alors, c'était considéré essentiel par le gouvernement. Mais ça ne veut pas dire pour autant que tout le monde croyait que le gouvernement avait raison d'imposer la conscription. C'était l'avis du gouvernement. Mais ce n'était pas ce que voulaient beaucoup de gens de classe ouvrière, parce que c'est toujours ces gens-là, on dirait, qui sont au combat. C'est les gens plus aisés, ils n'ont pas besoin nécessairement d'aller en guerre. Ils voulaient, oui, mais souvent, les jeunes travailleurs sont les premiers à être conscrits. Je ne veux pas dire que la classe moyenne du Canada ne contribuait pas à la guerre, c'était le contraire. Mais le nombre important de travailleurs était beaucoup plus élevé que le nombre de personnes de classe aisée. Alors, c'était pour tomber sur leurs épaules. Les gens dans l'Ouest, il y avait un pourcentage quand même assez élevé d'immigrants de l'Europe de l'Est. Et ce n'étaient pas des Britanniques. Ils sont venus peut-être 5-6 ans auparavant et ils étaient beaucoup moins intéressés par la guerre. Il y avait aussi, bien évidemment, les francophones. Il y avait aussi les Irlandais catholiques qui, en 1916, il y avait quand même des émeutes en Irlande c'était des émeutes quand même. C'était grave, là. Et donc, la communauté irlandaise au Canada était aussi partagée. Est-ce que l'Empire britannique est-ce que la Grande-Bretagne était une mère patrie ou est-ce que c'était un empire qui colonisait l'Irlande? Alors, l'idée d'imposer la conscription ne faisait pas l'affaire de tout le monde. Alors, je veux préciser parce qu'on a tendance à croire que c'était les Anglais et les Français, c'était les anglophones et les francophones, c'était beaucoup plus complexe. Et il y avait des francophones il y avait un certain pourcentage de francophones qui étaient quand même pour l'effort de guerre, pour des raisons personnelles, familiales, sociales, peu importe, traditionnelles. Et donc, quand vient au mois de mai 1917, le gouvernement à la Chambre des communes annonce qu'on va avoir une loi sur la conscription
il y a eu pour répondre plus précisément à votre question, oui, à Montréal, immédiatement, il y avait des émeutes, il y avait des gens dans les rues, il y avait des discours presque révolutionnaires, il y avait des éclats de coups de feu, il y avait des batailles, il y avait des attaques contre des institutions, disons, britanniques, les journaux anglophones comme la Montreal Daily Star ou la Gazette. On s'attaquait à des symboles de la Grande-Bretagne et on parlait de des milliers de gens dans les rues au mois de mai 1917. On pense souvent aux émeutes à Québec au fin mars, début. D'ailleurs, aujourd'hui même, c'est l'anniversaire de l'émeute à Québec en 1918, le 1er avril 1918, qui a 4 morts, une quarantaine de blessés. On oublie qu'à Montréal, il y avait aussi en 1917 beaucoup, la police se battait dans les rues de Montréal, il y avait des dégâts, il y avait des blessés. Et pendant l'été 1917, la loi, il y a eu des débats à la Chambre des communes, dans les journaux, partout. Et une fois que c'est devenu la loi, fin août 1917, la loi, là encore, il y a eu des événements quand même violents à Montréal. Il y avait des discours comme au Parc La Fontaine à Montréal, un grand parc public, 10 000 personnes. Et on prêchait la révolution de non seulement ne pas aller en guerre, de refuser de s'enrôler, d'être des insoumis. Non seulement ça, mais plutôt de prendre le moment opportun, le moment qui se présentait pour aller plus loin. Même. C'était grave. Et ça dure, même vers la fin de l'été, fin du mois d'août, début de septembre, il y avait même des attaques à la dynamite contre, par exemple, la maison du propriétaire du Montreal Daily Star. Et il y avait des plans pour armer un certain groupe, les Fils de la Liberté, qui voulaient entreprendre des actes de violence pour contester la loi du service militaire. Alors, oui, ça a eu un impact profond sur la ville de Montréal. Et après l'hiver 17-18, c'est à Québec qu'on a eu les émeutes les plus importantes. Il y a eu un relais d'une ville à une autre. Vu que le service militaire, ensuite, une fois que la loi est en place, va prendre un petit peu de temps, est-ce que finalement, il y a eu beaucoup de Canadiens qui sont des conscrits et qui ont combattu sur le front ouest? Oui, au nombre d'environ 25 000. Mais Pierre, c'est important aussi parce que vous venez de mentionner, ça a pris du temps. Oui, effectivement. Alors, avant de procéder, on a une élection fédérale parce qu'on a décidé, c'était tellement déchirant pour le pays, mieux d'avoir un nouveau mandat du peuple. Alors, on a eu une élection au mois de décembre 1918. Une élection extrêmement difficile qui voulait dire à la fin, le gouvernement, c'était un gouvernement d'union nationale, c'est-à-dire les libéraux anglophones abandonnent leur parti, les francophones conservateurs abandonnent leur parti en général, et là, on a le cauchemar canadien, où il y a un parti qui représente les anglophones en grande majorité et un parti qui représente les francophones en grande majorité. Donc, les libéraux et les conservateurs. Le problème, Pierre, c'est que les francophones au Canada, ils étaient
28 de la population du Canada, voulant dire qu'ils seront toujours dans une position minoritaire. Si on divise entre langues, ça sera toujours une majorité qui va s'imposer sur une minorité. Alors, le problème est devenu la conscription. En décembre 1917, le gouvernement conservateur gagne une majorité, impose la conscription au mois de janvier. Là, les appelés. Ah, ben là, on avait droit à des exemptions pour toutes sortes de raisons. 90 de francophones et d'anglophones ont appliqué pour des exemptions. C'est-à-dire, si on ne voulait pas s'enrôler en 1916, on On peut ne demander voulait une pas le exemption. faire en 17 non plus, peu importe l'angle. Et alors, il y avait quelques mois là, pour voir bon, et la majorité des exemptions ont été accordées. Alors, on croyait avoir un bassin de 400 000 hommes qui est devenu 100 000 hommes, finalement, Ah à oui, cause des exemptions. Et sur les 100 000, il y avait quand même un nombre de francophones beaucoup plus élevé que leur proportion de 28 dans la population en général. Mais d'accord. il y avait quand même une majorité d'anglophones. Les conscrits, ce n'était pas juste des francophones. Ça, c'est intéressant parce qu'au Canada français, c'est pas ça qu'on croit. On pense que Non. c'était tous les francophones qui ont été forcément, ils ont été obligés d'aller en guerre, etc. Non, c'était tout le monde. Alors, sur les 100 000, il fallait les former. Et donc, on les forme, on les envoie en Angleterre pour les former de plus précisément pour la guerre des tranchées. Tranché. On les envoie en France à partir de l'été, fin du printemps, début de l'été 1918. Et les 24 000, presque 25 000 conscrits, ils s'intègrent dans l'armée canadienne, le corps expéditionnaire canadien, et ils se battent jusqu'à la fin de la guerre et participent aux grandes offensives canadiennes ici au Canada qu'on nomme les 100 jours, hein, the 100 Les 100 jours, Days. C'est l'offensive ça, des 100 jours. Mhm. exact. Et donc, le dernier Canadien tué lors de la Première Guerre mondiale, à 2 minutes avant l'armistice, à 10h58, le matin du 11 novembre, était nommé George Price de la Price. Nouvelle-Écosse, un conscrit. D'accord. Ouais. Et il est enterré en Belgique, je crois. Oui, vous Je- avez raison. Oui. Oui, exact. Il a été tué C'est voilà, à à Mons. Mons. Oui, À Mons. exact. D'ailleurs, à Mons, il doit y avoir le premier soldat britannique tué et du coup le dernier qui est donc George le Price. soldat Price, George Price. Oui, Ah oui. Et exact. justement, après-guerre, on a de nombreux anciens combattants qui sont rentrés chez eux, effectivement, avec le bagage, hein, les séquelles physiques, psychologiques, durables qu'ils ont vécues. Ils ont ramené ça à la maison. Comment ils ont été accueillis, ces vétérans, ces anciens combattants, une fois de retour par la société canadienne, je veux dire? Sur le coup, l'entrée des anciens combattants qui rentraient en unité en général, si c'était possible, c'est ce que les soldats voulaient, d'être démobilisés en unité, les gens avec qui ils ont combattu. Et ils arrivaient dans leur ville d'enrôlement en général. Donc, on parlait du 22e bataillon tantôt. Le 22e bataillon arrive à Québec. Et il y a un accueil fantastique. Ils sont par la suite allés à Montréal, même chose. Ce qui démontre quand même qu'il y avait une fierté au Canada français pour leurs propres soldats. Ça, c'est pas négligé. Et ailleurs au pays, c'était pareil. Sur le coup, grande joie, retrouvailles, fierté nationale, un patriotisme canadien
nouvellement fondée, disons, suite à notre participation à la guerre, c'est fantastique. Mais par la suite, pas longtemps après, il fallait se trouver des emplois qui sont disparus avec la guerre. Et en 1919, l'économie canadienne est plus comme l'économie de 1918. Il y avait beaucoup de gens qui cherchaient des emplois, les soldats sont revenus, et il n'y avait pas vraiment en place un programme de pension qui pouvait aider les gens qui avaient déclaré, suite à un examen médical, qu'ils étaient en bonne santé. Ah, un an plus tard, ils commencent à souffrir, la misère à respirer, des cauchemars. Ils ne sont plus capables même de travailler. Il n'y a rien pour eux autres parce qu'ils étaient pas, ils faisaient pas partie des troupes identifiées comme blessés. Et donc, pas de pension. Le système de pension canadien était quand même pas méchant comparé aux Britanniques, par exemple. Mais l'idée était de retourner les blessés, les mutilés de guerre à un niveau économique d'un travailleur, un journalier, disons, ce qui n'était pas beaucoup. Alors, on leur donnait une opportunité donc, les soins médicaux, bien sûr, par la suite, un peu de formation, et on les retournait à la société disant, voilà, et il y a une pension qui était assez minime, mais si on jugeait que les soldats étaient 80% habiles, on leur donnait 20% d'une pension maximale. Alors, c'était pas grand-chose, mais des fois, il y avait de la misère quand même à trouver un poste. Alors, Hmm. c'était pas toujours facile. Plus que la guerre devenait une mémoire, moins qu'on prenait soin nécessairement de nos... ou c'est-à-dire moins qu'on était intéressé par nos anciens combattants. Ils étaient nombreux, il y en avait des centaines de milliers. Et il compétitionnait pour des postes qui diminuaient avec chaque année, disons. Alors, c'était difficile. C'était très dur. Mon propre grand-père avait de la misère. Il avait de la misère à trouver un poste. Il était blessé à la jambe. Il était guéri. Il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas de pension, rien. Mais il y avait de la misère. Il commençait à avoir des enfants, puis il fallait travailler. Alors, on prenait ce qu'on trouvait. Et des fois, puis lui, il avait 30 ans quand il s'est enrôlé. Alors, en 1926, il avait déjà 40 ans. Il avait Oui. déjà des enfants. C'était typique. C'était pas juste lui, c'était des centaines de milliers. Et on voulait poursuivre nos vies. Et c'était pas parce qu'on était ancien combattant qu'on était pour avoir une offre d'emploi. On en avait énormément. Alors, c'était vraiment les organisations d'anciens combattants. Au début, le Great War Veterans Association, qui, en 1925-26, les groupes d'anciens combattants, la majorité des groupes les plus importants sont mis ensemble pour former la Légion canadienne. Et c'est suite à les insistances de la Légion canadienne et avec aussi les médias. Donc, les grands journaux supportaient les désirs des anciens combattants et la Légion de faciliter la vie des anciens combattants, surtout ceux et celles, parce qu'on avait 3000 infirmières qui ont servi outre-mer, ceux et celles qui avaient de la misère. Et finalement, et à ce moment-là, Pierre, sans État-providence, là, si on n'avait pas Hmm. d'emploi, on ne recevait rien du gouvernement. Ah, ça, Si on se ça marche pas. blessait si on se blessait au travail, tant pis. Il n'y avait pas de système de compensation.
Si on était âgé, ben, il n'y avait pas de. On ne recevait pas un chèque à tous les mois là, parce qu'on avait 65 ans. Ça n'existait pas. Pas avant les années. C'était pas avant la fin des années 20 pour la sécurité pour les personnes aînées. Et en 1930, finalement, avec la grande crise économique, Oui. là, en 1929-30, là, les anciens combattants, eux autres, ils ont 50 ans ou 45, disons. Ils sont dans la quarantaine. Et en général, ils sont dans la quarantaine. Quand on perd un poste à l'âge de 40 ans, il n'y en a pas d'autres. C'est dur. On n'a pas de l'éducation, nous autres. Qu'est-ce qu'on va faire? Et donc là, en 1930, finalement, le gouvernement reconnaît quelque chose de très important, que la Grande Guerre a beaucoup affecté les soldats. Et on parlait peut-être de euh, blessures invisibles. C'était C'était plus qu'une coïncidence que des dizaines de milliers de soldats étaient des cas, ce qu'on appelle en anglais, et ce qu'on disait à l'époque, des burn-out. Ça voulait dire des gens qui avaient de la misère à travailler, qui étaient des gens très nerveux, qui avaient de la misère à s'intégrer à la société, qui n'étaient plus pareils. Ils ont été changés par la guerre, mais on ne voulait pas reconnaître trop rapidement les effets psychologiques de la guerre. Et il y avait quand même des gens qui croyaient que c'était la lâcheté, c'était pas une blessure valide. Mais en 1930, dans un sens, on reconnaît la réalité des choses et on offre 20 dollars par mois. C'était pas grand-chose, mais c'était pas rien parce qu'un loyer typique pour un logement à Montréal était inférieur à 20 dollars, peut-être 15 dollars par mois. Et on leur donnait un petit montant en reconnaissance qu'il y a des dizaines de milliers de soldats canadiens qui avaient besoin d'aide. Et c'est la Légion canadienne, surtout, qui a poussé et poussé pour aider. Et donc, on ne peut pas parler du début d'un État-providence, mais on parle quand même du début d'une reconnaissance de responsabilité du gouvernement envers ses propres citoyens. Et donc, la guerre et les anciens combattants et la manière et les besoins qu'ils avaient ont stimulé l'idée que le gouvernement doit prendre soin de ses citoyens. Et ça s'est développé au cours des années 30, 40 avec les résultats qu'on connaît aujourd'hui. Un État-providence qui est quand même, que s'est élargi depuis et ça a débuté vraiment avec la Première Guerre mondiale. Ouais. Et là, en vous entendant parler, je me disais, est-ce qu'il y a aussi une relation entre le fait que les soldats les anciens combattants en revenant à la maison, ils n'aient pas trouvé du travail parce que ce travail, leur poste aurait pu être occupé, notamment par des femmes, hein. On sait que les femmes ont pris un tout autre rôle dans la société du travail. Pendant la Première Guerre mondiale. Et justement, est-ce que il y a un conflit entre les anciens combattants qui rentrent d'Europe et les femmes qui ont pris leur poste? Je dirais non. Euh, Pourquoi? Parce que en 18, quand les industries de guerre ferment leurs portes en général, là, et assez rapidement, en 1919, c'était vraiment fermé, les femmes sont congédiées. Et il n'y avait plus d'emploi ni pour les hommes ni pour les femmes dans ces industries-là. Et quand les gens reviennent de l'Europe, disons printemps 1919, c'était pas vraiment avec les femmes qu'on devait compétitionner pour des postes, mais c'était avec les gens qui ne sont pas portés volontaires ou qui n'ont pas été conscrits ou qui ont été conscrits, mais ils ont eu des exemptions pour une raison comme une autre. Alors, les soldats reviennent, puis ils trouvent que ces gens-là, qui n'ont jamais servi outre-mer, ont pris
possession des peu emplois disponibles. Et alors revient les anciens combattants et ils trouvaient que leur patriotisme valait rien quand les gens qui n'ont jamais servi ont des emplois. Et alors, il y avait, c'était vraiment, c'était ça, je pense, le problème qu'avaient beaucoup d'anciens combattants. Les femmes ont été retournées à leur poste, leur job principal d'époque, qui était travailler en famille ou travailler à partir de la maison. Mais, juste pour répondre à votre question, il est vrai que lors de la guerre, il y a des emplois qui étaient masculins en 14 et en 18, ils sont devenus féminins. Je parle par exemple des travailleurs aux banques, aux compagnies d'assurance, des postes cléricales. Là, c'était des travailleuses. Et l'autre chose qu'il faut comprendre, c'est que les employeurs payaient les femmes moins qu'ils payaient les hommes pour le même travail. Ah, alors là, c'était plus rentable. Alors, on se servait de femmes maintenant dans certains emplois qui sont devenus de plus en plus féminisés. Et donc, les hommes reviennent, ils veulent travailler à la banque. Là, c'était plus pareil. Alors, pour mieux répondre à votre question, des fois, ça arrivait que les femmes ont pris certaines occupations qui étaient auparavant des occupations masculines. Dans certains cas, c'est arrivé. Ouais. Serge, on arrive bientôt à la fin. Je sens qu'on a bien un peu dépassé Oh, ce qu'on avait dit aux déjà? auditeurs avant. Déjà. Oh, il va falloir me réinviter. Moi, je me suis pas ennuyé. Mais si vous me permettez, j'ai une dernière question concernant la mémoire et l'héritage justement de ce qu'on a aujourd'hui. Comment on le perçoit, le front intérieur pendant la Première Guerre mondiale au Canada et comment il est commémoré, plus particulièrement au Canada français, je dirais, dans une grande ville comme Montréal. Oui, c'est trop facile à dire que le Canada français se souvient que de la crise de la conscription et que le Canada anglais se souvient surtout de la prestation du Canada envers la guerre et que le Canada a grandi à l'échelle mondiale suite à cette guerre-là. En général, c'est vrai. Par contre, si on se promène dans les villes du Québec, disons à Sherbrooke ou ailleurs, à Rimouski, entre autres, on voit les mémorials de guerre avec les noms inscrits dessus des gens qui ont perdu leur vie, c'est des francophones. Le 11 novembre, il y a des couronnes, des gerbes qui sont déposées. Alors, ça dépend à qui on pose la question. Mais je dirais oui, surtout à partir des années 60, avec le réveil d'un mouvement nationaliste, indépendantiste, là, ça a beaucoup changé au Canada, au Québec francophone. L'idée de la Première Guerre mondiale est devenue rien de plus qu'une guerre impérialiste. Une guerre imposée par le Canada anglais sur le Canada français. Et la mémoire est devenue une mémoire de division, une mémoire politisée qui n'était pas nécessairement reflétée dans les pensées de tous les gens qui voyaient à chaque jour le mémorial de guerre dans leur ville avec des noms qu'ils connaissaient. Alors, c'était deux sortes de mémoire. Et je trouve que ça vaut la peine d'explorer plus. Oui, c'est sûr, on s'aperçoit parfois on a une mauvaise conception
des choses. Et c'est bien d'en discuter et de voir qu'en fait, peut-être qu'il y a autre chose derrière et c'est un peu plus compliqué que ce qu'on pensait. Tout à fait. Bien, Oui, Serge, merci de nous avoir éclairci justement sur ces différents sujets. J'ai beaucoup appris en préparant ce podcast et en vous écoutant aujourd'hui. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. merci infiniment de m'avoir invité et ça m'a beaucoup plu de vous rencontrer et de parler de mon sujet préféré. Merci beaucoup, Serge. Et chers auditeurs, chères auditrices, je vous souhaite un bon reste de votre journée et à bientôt pour un prochain épisode de cette nouvelle saison du Balado Par-delà la Crête. Merci beaucoup de nous avoir suivis.